Union sacrée et solidarité pour la reconquête des régions du nord du Mali et organisation d'élections libres et transparentes. C'est le message fort du président Dioncounda Traoré au premier conseil des ministres de la nouvelle équipe gouvernementale tenue ce jeudi à Koulouba. Nous consacrons un dossier aux difficultés que rencontrent les citoyens pour se procurer une carte d'identité nationale. Cela relève aujourd'hui du parcours du combattant. Les commissariats de police de Bamako sont bondés par les demandeurs de ce précieux document qui se fait rare. Notre rédaction enquête. Finale inédite de la Coupe du Mali à l'affiche de cette 52e édition. Les 11 créateurs de Niarela contre l'Union sportive de Bougouni. Le rendez-vous, c'est pour ce samedi au stade Modibo Keïta de Bamako. Ousmane Daoud nous parle du caractère inédit de cette finale en fin de journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en ce jeudi 23 août. Premier conseil des ministres du nouveau gouvernement, c'était ce matin au palais de Koulouba sous la présidence de Dioncounda Traoré, président de la République par intérim. À l'ordre du jour, la présentation des nouveaux membres du gouvernement, la redéfinition des priorités, à savoir la reconquête des régions du nord de notre pays et l'organisation d'élections libres et transparentes. Pour y arriver, le président Traoré a appelé la nouvelle équipe à l'union sacrée et à la solidarité. Des messages clairs et bien perçus par tous les ministres. Sidiki Dambeli. Palais de Koulouba, c'est jeudi matin. 5 mois après les événements du 22 mars, la traditionnelle salle du Conseil des ministres New Look accueille de nouveaux locataires. Le gouvernement Diarra II s'est réuni pour son tout premier conseil. Les rendez-vous fixés à 10h, mais à 9h moins déjà, les ministres des Affaires religieuses et du culte étaient sur place, bien avant la presse. Il est regagné à 9h29 par son collègue chargé de la décentralisation. 10 minutes plus tard, c'était un balai de Mercedes noirs et de 4x4 aux vitres teintées. Et avant de franchir le perron, des ministres mesurent déjà la lourdeur de la tâche qui les attend. Et je souhaite que dans les meilleurs délais, on puisse libérer notre chère patrie et que nous puissions travailler dans une plus grande cohésion sociale. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Comment vous vous sentez sur le premier conseil des ministres? Avec trop de responsabilités. Trop de responsabilités. Pour qui connaît la situation vraiment de notre pays, beaucoup de charges. Mais à l'aise. À l'aise, ça va, tout va bien? Oui, j'y crois. Les derniers à venir sont évidemment le Premier ministre et le Président de la République. Dans la salle, le professeur Dioncounda Traoré a félicité les nouveaux membres du gouvernement pour la confiance placée en eux. À tous, il a tenu à redéfinir les priorités de l'heure, la reconquête des régions nord du pays et l'organisation d'élections libres et crédibles. En ce qui concerne le rétablissement de l'intégrité territoriale de notre pays, il faudra veiller, premièrement, à préparer minutieusement, à réconcilier avec elle-même, à équiper de façon adéquate et à mobiliser effectivement notre armée nationale dans la perspective de la reconquête sans délai des régions occupées, et ce, en synergie avec nos organes de défense et de sécurité et avec nos partenaires sous-régionaux, régionaux ou internationaux. En ce qui concerne la tenue d'élections présidentielles et législatives crédibles, il vous appartiendra, dans les meilleurs délais et en étroite consultation avec les parties prenantes, 1. De rendre disponible le chronogramme des opérations nécessaires au bon déroulement des prochains scrutins présidentiels et législatifs. 2. D'initier un cadre participatif et inclusif entre les pouvoirs publics d'une part et les partis politiques et organisations citoyennes d'autre part, en vue de réaliser le consensus autour d'un processus électoral fiable et efficient. Troisièmement,
évaluer et rechercher le budget des élections présidentielles et législatives. Pour réussir ces missions, le président de la République a invité les 31 ministres à l'union sacrée, à être solidaires et loyaux. Des messages bien perçus. Le président de la République a insisté pour dire que nous devons avoir la longévité la plus courte possible. En très peu de temps, réussir les deux objectifs, les deux missions essentielles du gouvernement, à savoir reconquérir le Nord, libérer les populations, réinstaller l'administration, et deuxièmement, créer les conditions pour l'organisation d'élections transparentes, crédibles et apaisées dans notre pays. Servir son pays à un niveau de responsabilité aussi élevé est une chance. C'est pourquoi je vous dirais que c'est des sentiments de fierté qui m'animent ce matin, mais également de lourdes responsabilités parce que les défis sont énormes. Mais Inch'Allah, avec l'engagement affiché du chef de l'État, du président de la République et la détermination du Premier ministre, ces défis seront surmontés très certainement. À l'image des populations de Djitoumou qui ont remis un Tiwara, symbole de travail au président de la République, c'est tout le peuple malien qui attend de la nouvelle équipe beaucoup plus d'actions concrètes. Le temps est compté, il faudra tenir sur ses deux jambes, hâter les pas et rythmer la cadence. Le nouveau gouvernement a donc tenu ce jour son premier conseil des ministres. Prenons à présent connaissance des principales décisions de ce conseil et c'est avec Ibrahima Djambélé. Bonsoir. Bonsoir André, mesdames et messieurs, bonsoir. Vous l'avez dit donc tout à l'heure, aujourd'hui le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire dans la salle de délibération à Koulouba. C'était sous la présidence du président de la République par intérim, son Excellence John Kounda Traoré. À l'ouverture des travaux, le président de la République par intérim a félicité les ministres pour la confiance placée en eux et les a remerciés pour avoir accepté une lourde responsabilité en cette période où notre pays vit une crise sans précédent. Il leur a demandé de constituer une équipe loyale et soudée autour du Premier ministre Cheikh Mohamed Abdoulaye Souad du Modibo Diarra. Il a rappelé les deux missions du gouvernement de transition qui doivent mobiliser toutes les énergies, à savoir la reconquête de l'intégrité territoriale et l'organisation d'élections libres, justes, transparentes et démocratiques. Il a invité les membres du gouvernement à se mettre au travail car le temps est compté et les a assurés de son soutien. Enfin, le président de la République par intérim a souhaité plein succès et bonne chance au nouveau gouvernement. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a entendu des communications au titre de la présidence de la République, commissariat à la sécurité alimentaire. Le Conseil des ministres a entendu une communication relative à la situation alimentaire et à l'évolution des prix des produits agricoles. La situation alimentaire et nutritionnelle reste difficile dans le nord du pays, Kidal, Gao, Tombouctou, le nord-est de Mopti. Toutefois, une légère amélioration est constatée en raison de l'élargissement de la couverture des appuis alimentaires, de l'ouverture timide des marchés et de la reprise de la production laitière. Une certaine amélioration est également constatée dans la bande sahélienne, Kaye, Koulikoro, Ségou et dans le delta central grâce aux efforts de l'État et des partenaires pour l'atténuation des difficultés alimentaires. Les prix ont connu quelques fluctuations malgré une prédominance de la stabilité par rapport à la même période de l'année dernière. Seuls les riz exonérés affichent des prix plus bas. En perspective, la soudure sera relativement moins éprouvante avec les nombreuses interventions alimentaires et non alimentaires en faveur des ménages les plus vulnérables. Au titre du ministère de la Santé, le Conseil des ministres a été informé de la situation épidémiologique et des actions de riposte aux maladies à déclaration obligatoire. La situation épidémiologique de la 33e semaine a été marquée par une persistance de l'épidémie du choléra dans le cercle d'Ansongo, région des Gao. La riposte se poursuit dans les localités touchées. Voilà ce qu'il faut donc retenir du Conseil des ministres d'aujourd'hui.
Merci Ibrahima Djambélé. Nous poursuivons ce journal avec ce communiqué de la présidence de la République. La présidence de la République a pris connaissance de l'existence d'un document faisant état de la reconnaissance par le président de la République du Mali, de la République du Kosovo en tant qu'État indépendant et souverain et portant une signature et un cachet purement fantaisiste. La présidence de la République dénonce avec la dernière rigueur ce faux document qui porte atteinte à l'image du Mali et dément catégoriquement l'information qu'il contient, laquelle relève d'une opération d'intoxication et d'affabulation. En conséquence, la présidence de la République du Mali informe l'opinion nationale et internationale que le président de la République n'a jamais signé un quelconque document de reconnaissance de la République du Kosovo et se réserve le droit d'entreprendre les actions appropriées en vue d'identifier et de sanctionner les auteurs de ce faux document. À l'instant donc, le communiqué de la présidence de la République. Au niveau des départements ministériels, c'est la prise de fonction pour les nouveaux entrants. Passation de service cet après-midi au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale entre le ministre sortant Sadio Lamine Sow et le nouveau tiéman Hubert Coulibaly. Occasion pour le nouveau locataire des lieux de manifester sa volonté de servir le pays avec dévouement en cette période difficile qu'il traverse. Passation de service également au ministère de la Communication, de la Poste et des Nouvelles Technologies entre le sortant Amadoune Touré et le nouveau ministre de la Communication Bruno Maïga d'une part et celui de la Poste et des Nouvelles Technologies Brahima Tolo d'autre part. Des passations de service qui se sont toutes déroulées dans une atmosphère de convivialité. La communauté internationale soutient le nouveau gouvernement du Mali. C'est le message que le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest est venu porter au ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Saïd Djinit et Tiéman Coulibaly ont aussi saisi cette occasion pour passer en revue plusieurs sujets intéressants, la vie de notre pays. Reportage de Amadou Sankari. C'est la toute première activité diplomatique du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Tiéman Coulibaly s'est longuement entretenu avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. J'ai saisi l'occasion pour lui réitérer la pleine disposition des Nations Unies d'accompagner le Mali dans l'accomplissement de ses missions dans le cadre de la transition. Vous savez que le Mali a été éprouvé et nous sommes tout à fait déterminés à soutenir le Mali. Saïd Djinit a saisi cette occasion pour saluer la bonne marche de la transition au Mali. Le fait que le gouvernement d'une nationalité est mis en place est une excellente chose et qui conforme, si j'ai bien compris, aux attentes des populations maliennes elles-mêmes, mais également aux attentes de la communauté internationale, notamment la CEDEAO, l'Union africaine et les Nations Unies. Donc en cela, c'est un pas dans la bonne direction. Évidemment, nous attendons que le gouvernement se mette au travail pour accomplir les différentes missions confiées à ce gouvernement d'union nationale, aussi bien l'organisation des élections pour le retour définitif de l'ordre constitutionnel, mais également les efforts qui doivent être faits par les Maliens avec l'accompagnement de la communauté internationale pour recouvrer l'intégrité territoriale. Avec la formation du gouvernement d'union nationale, il ne fait pas de doute que le chemin est désormais balisé pour faire face aux deux tâches prioritaires qui sont la libération des régions nord du Mali sous occupation et l'organisation d'élections transparentes et crédibles sur toute l'étendue du territoire. Le Mali a récompensé ce matin au ministère de la Défense et des anciens combattants 9 officiers militaires. Il s'agit de 8 officiers français et d'un officier algérien en fin de mission dans notre pays. Ils se sont investis au renforcement de la coopération entre le Mali et leur pays d'origine dans le domaine militaire. Les officiers ont été élevés au grade de chevalier de l'Ordre national du Mali à titre étranger. Reportage de Abdraman Maïga. Le colonel Hamid Rabat, attaché de défense de l'ambassade d'Algérie au Mali, a travaillé pendant 4 longues années au renforcement des relations de coopération entre le Mali et son pays dans le domaine militaire. Comme lui, 8 autres officiers français sont investis dans le domaine en apportant assistance technique et matériel à nos forces armées et de sécurité. Pour témoigner leur reconnaissance à l'endroit de ses coopérants,
Les plus hautes autorités de la République ont décidé de les élever au grade de chevalier de l'ordre national du Mali à titre étranger. Les 9 récipiendaires en fin de mission dans notre pays se disent très fiers et honorés de cette distinction honorifique du peuple malien à leur endroit. Cette décoration témoigne selon eux de l'exemplarité des relations de coopération entre le Mali et leur pays d'origine. Je suis tout le temps considéré comme un officier malien et algérien. Voilà, c'est tout naturel, ça ne peut pas être autrement. Bon, aujourd'hui, je suis récompensé de la médaille du chevalier de l'ordre national. Je ne peux être qu'heureux, que satisfait et content. Pour moi et puis pour l'ensemble des coopérants français qui ont travaillé ici pendant 2 ans au Mali aux côtés de leurs frères d'armes maliens. Voilà, j'en suis vraiment très fier. Ces récipiendaires ont promis de continuer à travailler dans le sens du renforcement de cette œuvre entamée au Mali. Et une décision salvatrice, surtout quand on sait que de nos jours, le Mali a plus que jamais besoin de ses amis pour recouvrer très rapidement son intégrité territoriale. Dimanche dernier, un bloc de collines s'est effondré sur une maison d'habitation à Sikoroni, en commune 1 du district de Bamako. 4 membres d'une même famille ont perdu la vie dans l'accident. Suite à ce drame, une délégation du gouvernement s'est rendue sur les lieux cet après-midi. La délégation a pris l'engagement que toutes les dispositions seront prises pour que de tels actes ne se reproduisent plus. Il faut cependant souligner qu'avec ce sinistre, c'est l'éternelle question de construction anarchique de maisons au flanc de la colline qui se pose dans la capitale, Alpha Maïga. Un drame s'est produit ici le dimanche dernier dans la famille Ngoïba. Une vieille colline s'est effondrée suite aux pluies diluviennes. Le bilan, faut-il le rappeler, fait état de 5 morts. Les autorités n'ont pas été insensibles au drame. La preuve, le gouvernement de la République a dépêché cette délégation sur les lieux. La nature, comme on l'a dit, est un continuum. S'il y a eu aujourd'hui ce éboulement, c'est parce qu'il a plu, c'est parce que les conditions ne sont pas bonnes. Nous sommes venus dans le cadre d'une catastrophe qui s'est soldée par des pertes de vies humaines. Notre tradition elle-même nous impose de venir, d'abord de nous incliner devant la mémoire de ceux qui sont partis, mais aussi de compatir avec la famille. Et comme on le dit, aujourd'hui nous sommes venus, nous avons exprimé, mais c'est de dire, comme tout le monde, comme on le fait partout, en année de raison. L'effondrement des maisons construites anarchiquement sous le poids des collines met en exergue le risque que les membres des familles courent. C'est alors l'éternelle équation du logement qui se pose. Il est clair que ce n'est pas une zone habitable, ce n'est pas une zone lotie. Ils se sont installés de façon, disons, spontanée, sans l'avis technique. Il y a toute une étude à mener. On aurait dû faire tout ça avant qu'ils ne s'installent. Faisons en sorte que de telles choses ne nous arrivent plus. Faisons en sorte que les gens puissent être logés décemment. Je pense que c'est ça l'essentiel du problème. Question. Qui est responsable de cette situation? Tout le monde est interpellé. Tout le monde est interpellé. L'autorité de l'État est interpellée parce qu'on n'aurait pas dû laisser même faire une seconde dans cette zone. Mais vous voyez la situation. Mais la population aussi. On ne peut pas voir ça et venir s'installer. Vous voyez bien le danger. Regardez les enfants. Nous allons nous atteler à cela le plus rapidement possible. J'ai donné rendez-vous aux représentants de la population ici. Avec les techniciens, nous allons nous mettre à table et nous allons tirer les leçons et trouver les solutions immédiates. Des maisons construites anarchiquement au sommet et au flanc des collines dans de telles conditions, ce sont des risques. Les uns et les autres doivent comprendre cela et éviter de s'exposer et d'exposer les leurs. Des pluies diluviennes se sont abattues hier mercredi sur Sikasso pendant 6 heures de temps. Conséquence des dégâts matériels importants et des populations traumatisées. Les autorités municipales et régionales ont bravé les intempéries pour apporter assistance et réconfort aux victimes. Sekou Konaté. Des familles entières piégées, des ponts submergés, des concessions qui s'écroulent comme châteaux de cartes. Des populations impuissantes face à la montée des eaux du Lotcho. Tel est le spectacle qu'offre ce mercredi la ville de Sikasso, notamment dans le quartier de Sanoumbougou 2. Là où nous sommes dans le temps, c'était une plaine.
une plaine où on a essayé d'empêcher aux gens de s'y installer. Mais malgré les efforts des autorités municipales, les gens se sont y installés. Les autorités politiques et administratives sont donc allées sur le terrain pour apporter assistance à des populations en danger et préconiser des solutions urgentes pour leur recasement. Notre souci, donc, c'est en première position de faire tout pour qu'il n'y ait pas de pertes en vie humaine. Et nous employons dans ce sens. Après avoir sauvé ces gens, nous allons essayer de prendre les dispositions immédiates pour pouvoir les faire héberger, soit dans les familles voisines, soit au niveau des établissements scolaires. Ce qui est sûr, c'est que la solidarité régionale va prévaloir. Depuis près de 4 heures de temps, nous sommes à pied d'œuvre pour assister ces populations et afin qu'elles ne se sentent pas isolées. Cette inondation fait suite à plus de 6 heures de précipitations sur la ville de Sikasso et les dégâts sont innombrables. Et pour l'instant, aucune perte en vie humaine n'est à signaler. Et nous rappelons qu'en cas de forte pluie, la prudence doit être de mise. Et puis ce communiqué a porté à votre attention le directeur national de l'hydraulique, président de la commission gestion des eaux de la retenue de Sélengué, communique donc. La campagne d'hivernage en cours est caractérisée jusqu'ici par une pluviométrie relativement excédentaire sur l'ensemble du pays et de la sous-région. Cette situation a considérablement augmenté les apports des cours d'eau depuis le début du mois d'août. À la date du 23 août 2012, le niveau d'eau du barrage de Sélengué est de 344,38 mètres contre 342,47 mètres l'année dernière à la même date, soit une différence de remplissage de 1,91 mètres. Aussi, compte tenu de l'importance des apports d'eau du haut bassin du Sankarani en Guinée et dans le but de sécuriser le barrage et les populations riveraines, en aval contre les inondations conformément aux directives de la commission gestion des eaux de la retenue de Sélengué, la société EDM SA procédera à compter du vendredi 24 août, donc demain, à 9h, à des lâchers progressifs d'eau du barrage. Cette situation pourrait provoquer en aval une montée franche des niveaux d'eau du Sankarani et du fleuve Niger. Par conséquent, les usagers et les populations riveraines du Sankarani et du fleuve Niger sont invités à prendre les dispositions idoines pour éviter tout désagrément. La brigade territoriale de la gendarmerie de Nioro du Sahel vient de mettre la main sur un bandit de grand chemin, tête de file d'une bande de malfrats spécialisée dans les braquages. Il s'agit de Dembasso, présumé auteur de 3 braquages au cours desquels sa bande a dépossédé des forains d'une somme importante d'argent et de leur téléphone portable. Correspondance de Moussa Diakité. Ces quelques mois, les populations de Nioro du Sahel ne vaguent pas librement à leurs occupations de tous les jours. Les cas de vol, de braquage de routes et d'enlèvement de bétail deviennent monnaie courante. Fort de ce constat, le major Mamadou Ouattara, commandant de brigade de Nioro, et ses hommes ont organisé des patrouilles qui ont permis, ce 15 août 2012, avec le concours bien sûr de la population, de mettre la main sur le nommé Dembasso, chef de file d'une bande de malfrats et présumé auteur des braquages du 18 mai sur la route Nioro-Hamaké, du 20 mai sur la route Simbi-Nioro et du 21 mai d'un quart de forain entre Nioro et Birou où des commerçants furent dépossédés d'une somme importante et de leur téléphone portable. J'étais 2 qui se nomment tous des Demba. Le secteur de Gaounani est plein de bandits. Ce sont des groupes qui opèrent là-bas. C'est une poursuite. On ne va pas laisser de main, nous sommes là pour la population. Nous allons tout faire pour que cette population vraiment dort en paix. Ces complices, recherchés par la brigade territoriale de Nioro, sont toujours dans la nature, chose qui inquiète fort les populations de la zone. Nous ouvrons notre dossier consacré aux difficultés que rencontrent les citoyens pour se procurer une carte d'identité nationale. Cela relève aujourd'hui du parcours du combattant. Les commissariats de police sont bondés par les demandeurs de ce document précieux sans lequel vous pouvez avoir des surprises désagréables en sortant de chez vous. Pour voir la réalité en face, notre équipe de reportage, dirigée par Abdraman Maïga, a été faire un tour dans les commissariats de Bamako. Je vous propose de suivre son enquête.
Avoir une pièce d'identité aujourd'hui dans un commissariat de police est un exercice difficile. Il ne suffit plus d'être matinal et de s'y rendre très tôt. La preuve, dans presque tous les commissariats de police que nous avons visités, nous avons rencontré plusieurs personnes dont certaines sont à leur 2e ou 3e passage pour avoir ce document précieux en vain. C'est ma seconde fois, j'étais là le vendredi, j'ai pas eu accès au service quoi. Je suis venu à 5h du matin. Un chien flâné. Vendredi passé, il y a un chien flâné, il y a 3h du matin. Dans cette atmosphère difficile, il n'est pas rare de voir dans les commissariats de police des personnes discuter avec certains policiers suite à leur renvoi systématique. Malgré ces difficultés, ne pas avoir sa pièce d'identité sur soi aujourd'hui est source de tracasserie en ce moment difficile que traverse notre pays. J'étais là avant 7h comme ça, donc je suis rentré même à l'intérieur. On me dit que le nombre est déjà limité, c'est fini déjà pour hier. Donc de faire tout pour être là ce matin avant 7h. Et j'étais là à 6h40 comme ça. À 7h moins 10 comme ça, il est venu. Il a commencé à prendre les photocopies des cartes d'identité anciennes, encore les actes de naissance copiés. Donc j'étais à quelques... Il y avait 3-4 personnes comme ça avant qu'il n'arrive à moi. Il a arrêté. Un seul commissariat pour 13 quartiers. Donc obligatoirement, nous allons tous les jours, nous avons plus de 100 personnes ici. Et les cartes que nous écrivons là, c'est à la main que nous écrivons ces cartes-là. Voilà pourquoi nous limitons les cartes. Mais il n'y a pas un seul jour où nous ne faisons pas 100 cartes ici. En début du mois de janvier, il y avait crise des cartes. Ça ne dépendait pas de nous. C'était au niveau du matériel. Mais quand nous on a des cartes, il n'y a pas de problème. On les livre aux gens, il ne faut pas de va-et-vient. En moyenne, on fait 80 cartes. Quand nous on vient, on trie les dossiers, on trie les quartiers, parce qu'il y a d'autres qui viennent gonfler les rangs. Ils ne sont pas de notre quartier. Donc on les libère. D'autres aussi viennent avec des documents un peu doutés. On les laisse. À ce sujet, plusieurs raisons ont été évoquées par l'administration policière, parmi lesquelles le traitement des dossiers, l'insuffisance des centres de délivrance de la carte d'identité, la rupture de stock parfois, l'augmentation de la demande et surtout le déficit d'information de certains demandeurs par rapport aux pièces à fournir. Nous avons 3 grands quartiers, Kalaban-Croix, Garantik-Bougou, Sabali-Bougou, et quelquefois par extension les populations même de Kalaban-Koro viennent également. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au jour où je te parle, nous faisons une centaine de cartes par jour, voire même plus. Il dit bien une centaine de 120 cartes par jour. Mais malgré tout, c'est toujours une affluence. Si dans certains commissariats, des difficultés demeurent, par contre, d'autres ne connaissent pas cette grande affluence. C'est le cas, par exemple, du 1er arrondissement ou du 4e arrondissement. À ce niveau, les longues files n'existent pas. Les dossiers sont vite traités et le citoyen est mis dans ses droits. Ces derniers temps, peut-être que les gens ont constaté que c'est un peu difficile d'avoir la carte. Ils viennent tôt, ils font les rangs. Mais ce n'est pas de notre faute non plus. Parce que si on n'a pas le nombre nécessaire de cartes, on peut prendre tout le monde. Tout travail, il y a des difficultés, mais nous parvenons quand même à les surmonter et nous donnons satisfaction aux citoyens qui viennent nous voir et qui remplissent les conditions. Parce que j'ai tantôt dit qu'en plus de l'acte de naissance, il faut voir 3 photos d'identité, avoir un timbre de 100 francs qui sera posé sur la demande, un timbre de 500 francs qui sera sur la carte d'identité et 1000 francs qui va servir de quittance. Une chose est claire, c'est que la police est réservée sur certaines questions relatives à l'établissement de cartes d'identité qualifiées dirigeantes. Le traitement de ces différents dossiers n'est-il pas source de spéculation?
Quittons le commissariat pour faire un tour au stade. Nous parlons football. La finale de la 52e édition de la Coupe du Mali se jouera samedi prochain au stade Modibo Keïta. Cette année, la finale est inédite puisqu'elle opposera les 11 créateurs de Nyarela à l'Union sportive de Bougouni qui évolue en 2e division. Une vraie surprise. Ousmane Daou nous décortique le caractère inédit de cette 52e édition. Jamais dans l'histoire de la Coupe du Mali, on a enregistré des surprises de ce genre. Et oui, une finale sans le Djoliba à ses 19 trophées, le Stade malien de Bamako 17, l'AS Real de Bamako 10, le SOB 3. S'il est vrai que la Coupe du Mali réserve toujours des surprises, la 52e édition a un cachet particulier. Et pour cause, la finale oppose les 11 créateurs de Nyarela, tombeurs du Djoliba en demi-finale, et l'Union sportive de Bougouni qui a éliminé le SOB, détenteur de Dame Coupe du Mali. Si l'on se réfère à l'histoire de la Coupe du Mali, il y a souvent eu des clubs qui se sont invités en finale quand on les attendait pas à ce niveau. On peut citer l'Africa Sport de Gao, le premier en 1962, l'Avenir de Ségou 4 fois, la Caïsienne de la jeunesse sportive de Ségou, le Thibaut Club de Mopti, l'AS Biton de Ségou, l'AS Mandé de la commune 4, l'USFAS, le Nyana de Koulikoro, le Mamaïra AC de Kati, le Tata National et l'AS Bakaridjan de Baraouli. Mais à retenir la victoire du Sigui de Kai en 1987 face à l'AS Real de Bamako et celle de l'ASB en 2005 au détriment du Djoliba, ces deux victoires restent encore considérées comme de véritables hold-up de cette compétition. Hold-up, cette année, il y en a eu en demi-finale. Et si l'on revient à cette finale inédite, on peut dire sans risque de se tromper que le vainqueur rentrera dans l'histoire et pour cause ce sera la première fois soit pour les 11 créateurs de Nyarela, soit pour l'Union sportive de Bougouni. Au regard des surprises des demi-finales, difficile donc de parier sur l'issue de la finale car cette année, Dame Coupe du Mali n'a pas encore fini de nous surprendre. L'affiche 11 créateurs de Nyarela contre Union sportive de Bougouni, c'est samedi prochain à partir de 16h30 au stade Modibo Keïta. L'entrée est gratuite. Et pour cette rencontre, les deux formations ont reçu ce matin de la part de la Fédération malienne de football et son sponsor, j'y arrive enfin, ils ont donc reçu des équipements. Alors, par ailleurs, la mairie de la commune 2 a offert 1 million de francs CFA comme guise d'encouragement. Les différentes remises, c'est avec Abdul Karim Kaba. La Coupe du Mali, dans sa 52e édition, offre aux amateurs de football une affiche inattendue et désormais pleine de suspense. 11 créateurs de Nyarela, Union sportive de Bougouni. La Fédération malienne de football et son partenaire veulent faire de ce match inédit une véritable fête. Ils ont offert aux deux clubs les maillots, shorts et bas. Ils ont mérité d'être là. On a tous suivi leur péripéties dans cette compétition. Vraiment, ils ont livré des matchs de belle facture, notamment pendant les demi-finales. Notre accompagnement permet effectivement à rehausser le niveau du football malien avec les résultats qu'on connaît. On ne cesse de le répéter, le Mali est 3e d'Afrique au jour d'aujourd'hui. Et nous arrivons à mettre 4 équipes en compétition africaine, dont 2 en phase de poule. C'est des résultats très encourageants. Les autorités de la commune du district de Bamako ont aussi apporté leur soutien aux 11 créateurs de Nyarela. 1 million de francs CFA et des t-shirts, c'est ce qu'elle a donné aux 11 créateurs de Nyarela. En commune 2, la mairie est honorée par la présence des créateurs en finale de la Coupe du Mali. Je profite donc de l'occasion que vous m'offrez pour joindre ma voix à celle de tous les conseillers communaux, les chefs de quartier, les notabilités, pour dire à notre équipe bravo. Ce geste de la mairie ne surprend guère les responsables des 11 créateurs de Nyarela. Les 11 créateurs, de leur côté, ne vont pas décevoir. Inch'Allah, nous pensons que c'est une opportunité qui a été offerte à cette équipe. Et je dis que la 52e édition de la Coupe du Mali a été vraiment historique. Tour à tour, les conseillers communaux et les familles fondatrices du district de Bamako ont tous ému les vœux de voir cette 52e édition de la Coupe du Mali en commune 2.
Bonne chance aux deux équipes. Je rappelle que la finale 11 créateurs de Niarela contre Union Sportive de Bougouni, c'est pour samedi prochain à partir de 16h30 au stade Modibo Keïta et l'entrée est gratuite. Notez tout à l'heure un rendez-vous. L'interview de la semaine reçoit aujourd'hui le directeur général de la police nationale, le contrôleur général de police, Odjouma Kone. Avec lui, il sera question des dispositions prises pour lutter contre la criminalité galopante et le grand banditisme, sans oublier les relations entre la police et les citoyens. L'interview de la semaine à suivre après ce journal qui s'achève. Un entretien dirigé par Yaya Konaté. Et puis tout à l'heure, retrouvez également Aïssata Ibrahim Maïga qui vous donne rendez-vous pour le journal des formations. Demain, 10h, Amadou Sankaré, 13h, Amara Malé Diallo. Merci de rester de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. On ne vous oublie pas. Merci, je vous retrouve demain dans les éditions du soir. Bonne suite de programme à tous.